Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça nous plaît, et yo pas jamais quitté nous parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Membres de la presse, distingués invités. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention la mission de cette nouvelle plateforme. Je crois qu'il ne serait pas superflu, non pas d'en rajouter, mais pour le ministère de préciser qu'à la lumière des ambitions, des promesses de ce projet, pour nous aussi, il s'agit d'un pas majeur dans la démocratisation de la science, dans la démocratisation de l'accès à la culture. Et je crois qu'Haïti ne peut pas se passer par ces temps qui courent de la science. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit ce matin d'être associé à cette importante manifestation universitaire en compagnie d'une si prestigieuse assemblée, tant ici à Montana qu'à distance. Le ministère souscrit entièrement à la mission de cette nouvelle association, l'ORENES, aider à établir et à développer la connectivité des universités publiques haïtiennes aux différents réseaux universitaires mondiaux pour une amélioration de la formation universitaire, de la recherche scientifique et surtout, et là j'insiste, surtout, des services à la communauté de notre pays. Rapprocher la science des besoins du pays, déjà avec des ancrages au niveau des différentes sections communales. En effet, les problèmes de sécurité publique, d'assainissement, de voirie sont des problèmes que la science se doit d'aider à résoudre aussi. Dans le même ordre d'idée, ce ministère partage pleinement votre objectif de mettre en place et de développer une infrastructure interactive et dynamique de recherche, d'enseignement-apprentissage correspondant aux besoins actuels et réels des écoles supérieures universitaires pour le développement du pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de ma présence pour saluer au nom du gouvernement de la République la participation de l'AUF à cet événement et surtout souligner la présence forte et durable de ce partenaire de longue date dans les activités d'appui au développement de l'enseignement supérieur en Haïti. Il y a quelques mois, j'avais participé justement en Égypte à une assemblée de l'AUF portant effectivement sur un plus grand accès à la science, notamment pour les pays partenaires et les pays en développement. Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier le président du Kairos, le professeur Telemaco Talavera Siles, pour les résultats encourageants
de cette coopération développée avec les universités publiques haïtiennes depuis 2021, dont la forte mobilisation d'universitaires latino-américaines, ceci avait été rappelé avant moi, en faveur de l'enseignement supérieur public haïtien, et la signature de la convention avec le réseau Red Clara en vue du renforcement de la connectivité dans les universités publiques haïtiennes. En outre, je me réjouis que cette initiative se situe dans la trajectoire de la conférence mondiale de l'UNESCO de 2022 à Barcelone, prônant une nouvelle ère de l'enseignement supérieur et que les principaux éléments des axes d'intervention du plan d'action du réseau, RENES, mentionnés déjà en introduction, sont conformes aux priorités de l'actuel plan sectoriel 2020-2030 du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À titre d'exemple, je voudrais rappeler ici la priorité accordée au renforcement de la qualité du système éducatif et j'espère très fortement que les actions du RENES contribueront à la stratégie et à la mise en place de ce plan sectoriel d'éducation qui est crucial pour l'amélioration des conditions de vie de la population en général. J'insiste aussi sur la nécessité de nous assurer que les plus désavantagés soient les premiers bénéficiaires de ce réseau aussi. En ce sens, les universités publiques haïtiennes ont un rôle majeur à jouer dans l'augmentation de la qualification professionnelle, de la qualification citoyenne de nos jeunes, partout où ils se trouvent sur le territoire national. Le ministère encourage très fortement le RENES à travailler à terme à une adaptation des programmes des universités membres en tenant compte des effets de ce nouvel environnement global et aux besoins prioritaires du développement socio-économique, socio-spatial du pays. Ce pays qui n'est plus un pays où il y a quelques décennies, où 80% vivaient en milieu rural. Aujourd'hui, je crois que la géographie, l'espace a connu beaucoup de mutations. Au niveau de la transition démographique aussi, je crois qu'il nous faut tenir compte de l'ensemble d'éléments qui permettent à l'université de répondre à sa mission de service à la communauté. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je rappellerai que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en charge de l'enseignement supérieur qualifie d'heureuse la création du RENES et promet de lui apporter son plein et entier soutien. Et je crois que la présence du directeur général du Fonds national de l'éducation n'est pas neutre. Sa présence et sa participation à l'événement de ce matin. Cette initiative concrétise une collaboration qui a existé depuis 2012 entre le nouveau réseau des universités publiques régionales créé en 2006 et je crois que cette bonne aventure ne fait que démarrer. Aussi, j'encourage le comité du RENES, tel que prévu dans les statuts, à entamer les démarches en vue de l'élargissement de ce réseau à la participation d'autres établissements d'enseignement supérieur public. Je le redis, le ministère prend l'engagement de mettre à la disposition du RENES les moyens, bien sûr, de la limite de ses propres obligations aussi, comme prévu déjà dans le plan sectoriel 2020-2030, pour la signature d'un protocole avec les universités publiques haïtiennes en vue de la création des mécanismes de veille technologique et du pôle d'excellence scientifique. Mais en pile, chaille pas l'eau. La formation, la recherche, la coopération, la gouvernance, le développement technologique, les services à la communauté. En attendant la réalisation des états généraux de l'enseignement supérieur public haïtien, auxquels je vous invite déjà, et l'élaboration du plan stratégique de l'institution,
nous nous proposons en priorité de réaliser les activités suivantes. 1. La mise en place des mécanismes académiques et scientifiques pour améliorer les enseignements et la recherche dans nos universités dans une quête constante d'excellence académique. Dans le cadre de notre accord avec Red Clara, point 2, nous mettrons en place le plus grand réseau informatique d'universitaires haïtiens où plus de 100 000 professeurs, personnels et étudiants de nos universités pourront utiliser les services d'Internet pour faciliter les enseignements en ligne, les collaborations de les recherches conjointes et dans les services innovants à la communauté haïtienne. Il y est contemplé également le partage de ressources numériques, d'expériences et de connaissances, sans compter l'élargissement des possibilités de mobilité d'étudiants et de professeurs. 3. Les institutions d'enseignement public en Haïti seront, à travers le RENES, connectées aux autres universités de la Caraïbe et de l'Amérique latine par le biais des différents réseaux auxquels l'UEH et les UPR ont déjà adhéré. Nous parlons de Kairos, de Oudoual, de Red Clara, entre autres. Le RENES s'engage dès maintenant à travailler sans relâche à l'amélioration des enseignements que nos universités dispensent dans les 10 départements du pays, à rendre plus accessibles des formations pertinentes à toutes les filles et à tous les fils de la nation haïtienne, à mettre l'expertise et les compétences de nos professeurs au service du développement et de l'innovation du pays et à répondre aux entreprises haïtiennes, tant du secteur public que du secteur privé, pour un accompagnement éclairé et novateur de la science, de la technique et de la technologie. Tout en reconnaissant la spécificité de l'enseignement supérieur public et de la nécessité de le promouvoir au profit de nos jeunes, surtout les plus démunis et les plus méritants, et dans le cadre plus large du développement national, le RENES salue l'existence et le fonctionnement des universités et établissements privés d'enseignement supérieur. Ensemble, nous contribuons à répondre à la forte demande d'enseignement, à la forte demande sociale d'enseignement supérieur, et dans ce contexte difficile que connaît notre pays, nous avons le devoir de nous tendre la main et de travailler à la régénération de notre patrie meurtrie. Dans le même ordre d'idées, nous nous réjouissons de la présence de la CORPUA, la conférence des recteurs et présidents d'universités d'Haïti, dans notre paysage académique. Nous savons que notre système d'enseignement supérieur a besoin de structuration, de renforcement, d'harmonisation. Plus nous nous organisons, mieux se portera notre enseignement supérieur. C'est le même message d'encouragement et d'ouverture que nous adressons à tous les autres regroupements de dirigeants et d'institutions d'enseignement supérieur de la République. En cette veille de la Journée nationale des enseignants le 17 mai et de la fête de l'université le 18 mai, nous voulons adresser un message de reconnaissance et d'espérance à toutes les composantes de nos universités, les professeurs, les étudiants, le personnel administratif, les dirigeants.
Nous tenons à leur dire que nous sommes conscients des efforts et des sacrifices qu'ils sont en train de consentir dans cette conjoncture particulière que vivent notre pays et ses universités, aux prises avec tous les dangers, toutes les vicissitudes, toutes les insécurités imaginables. Au point que l'acte le plus banal, le plus normal, comme celui d'aller en classe, de suivre un cours, celui de dispenser un cours, celui de fournir l'encadrement administratif et logistique nécessaire au fonctionnement de nos entités, devient chaque jour, chaque 24 heures, un morceau d'héroïsme empreint d'exceptionnalité et d'exemplarité. Et nous vous avons gré de ne pas reculer, de continuer à braver tous les dangers, pour continuer à recevoir le pain de l'instruction, pour continuer à enseigner, à transmettre et à produire des savoirs utiles, pour continuer à offrir à nos étudiants et à nos professeurs les services, les outils et le cadre nécessaire pour le bon déroulement des enseignements et des apprentissages. Parce que, ne l'oublions jamais, au-delà des difficultés du quotidien, nous demeurons des filles et des fils de titans. Nous sommes les héritiers de l'une des 3 plus importantes révolutions que le monde ait connues. La plus belle, la plus radicale, la plus généreuse, la plus lumineuse. Celle qui a porté l'humanité à son point le plus élevé, celle qui a vraiment libéré des pays et des peuples, des nations et des hommes et femmes. Ne l'oublions jamais. N'oublions surtout pas que nous, universitaires, nous avons été désignés pour être les gardiens de ce drapeau. L'université gardienne du drapeau proclamait ce grand visionnaire Dantes Bellegarde en pleine occupation américaine dans des circonstances aussi difficiles que nous connaissons aujourd'hui. La souveraineté, la liberté, la victoire, pour nous et pour l'humanité. Dans cette perspective, la devise du RENES ne saurait être plus significative. Haïti renaît. À tous nos professeurs, souhaitons une excellente journée nationale des enseignants le 17 mai. Et à nous tous, étudiants, professeurs, personnel administratif, dirigeants d'universités du RENES et de toutes les autres, bonne fête de l'université, bonne fête du drapeau et bien entendu, longue et fructueuse vie au réseau national de l'enseignement supérieur public d'Haïti, le RENES. Je vous remercie de votre attention. Attendez à quoi c'est 2. Technique du comité interministériel des droits de la personne, particulièrement sa coordonnatrice,
Maître Anita Dolma, qui travaille incessamment au fin de permettre à Haïti, État parti au niveau du système des Nations Unies, État parti au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme, de se conformer aux normes internationales conformément à des engagements pris, soit en signant des instruments internationaux, soit en ratifiant des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. En effet, il est important de le signaler. Il est important de le rappeler pour les amis de la presse parlée, écrite et télévisée qui sont dans la salle avec nous. Au niveau des deux systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, auquel Haïti est justement État parti, nous avons l'État haïtien volontairement à adopter tout un ensemble de textes internationaux. Des textes se rapportant aux droits civils et politiques, des textes se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels, ou encore des textes qui sont en rapport avec la justice sociale, la liberté syndicale, le respect des droits des travailleurs et travailleuses, de toutes catégories. L'État haïtien aussi a fait des efforts pour créer, pour mettre en place des institutions étatiques de protection des droits de l'homme. Et un point assez important que nous devons signaler, c'est qu'aujourd'hui, et ceci depuis plusieurs années, nous avons un secteur privé, nous avons une société civile composée de défenseurs des droits de l'homme, de militants, de militantes des droits de l'homme, qui sont très actifs dans la lutte pour le respect des droits de l'homme. Ce sont des points positifs. Cependant, on doit l'admettre, on doit le reconnaître, qu'aujourd'hui, la situation générale en matière des droits de l'homme est très préoccupante, très inquiétante. Quand on se réfère à l'insécurité qui fait rage, quand on se réfère surtout à la détérioration des conditions d'existence, des conditions de vie d'une grande partie de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, culturels, la santé, l'éducation, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, pour ne citer que ces droits. L'État est le premier garant en matière des droits de l'homme. Non seulement c'est clair dans les instruments internationaux, mais dans notre Constitution, dans la Charte fondamentale, il est écrit, et ceci très clair, en son article 19, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, à la sécurité de la personne humaine, et ceci conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons adoptée, comme beaucoup d'autres pays, en décembre 1948. L'État a donc des responsabilités en matière des droits de l'homme. L'État a la responsabilité de respecter les droits de l'homme. L'État a la responsabilité de protéger les droits de l'homme. L'État a la responsabilité également de promouvoir les droits de l'homme. Voilà pourquoi, au niveau de la primature, le comité interministériel des droits de la personne, qui fait, je suis obligé de le reprendre, un travail assez intéressant, très intéressant, a bien compris, et c'est pourquoi on a décidé d'organiser
cet atelier de ce matin. Nous pensons, nous estimons, nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de conjuguer tous nos efforts, d'abord au niveau de l'État central, au niveau des institutions de droits de l'homme ayant un statut indépendant, au niveau des organisations de la société civile du secteur des droits de l'homme, pour que l'on puisse arriver à l'adoption d'un document, d'un plan national des droits de l'homme. On doit non seulement adopter ce plan national des droits de l'homme, on doit le promouvoir, on doit le défendre dans une perspective d'améliorer la situation des droits de l'homme de façon très générale, dans une perspective de faire ressortir le principe de l'universalité des droits de l'homme, les droits de l'homme pour tout le monde, pour toutes les catégories, sans discrimination aucune. Faire ressortir également le principe de l'indivisibilité ou de l'indissociabilité en droits de l'homme, qui est un point très important pour les ONG de la société civile. Le mois dernier, une organisation de la société civile avait tenu un forum sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc nous devons conjuguer nos efforts pour arriver à l'adoption d'un plan national des droits de l'homme, le promouvoir, mais aussi le défendre, dans une perspective, comme je le disais, d'améliorer les conditions, la situation des droits de l'homme. J'espère donc que les discussions qui vont être dégagées au niveau des groupes, des ateliers, vers 11h midi, pourront quand même nous permettre de déboucher sur des choses tout à fait concrètes. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne participation à chacune et à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Au futur projet de plan d'action des droits de l'homme sur la base des recommandations de l'examen périodique universel. À cet égard, je tenais à rappeler et à souligner la très bonne prestation délivrée par la délégation haïtienne lors de la dernière session de l'examen périodique universel qui s'est tenue en début de l'année 2022 à Genève. Au cours et au terme de cet exercice, le gouvernement haïtien a accepté 205 recommandations formulées par les États membres. Mesdames et messieurs, au cours de ces derniers mois également et semaines, nous avons vu se multiplier les attaques armées des gangs criminels contre les habitants et leurs biens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi au-delà, dans certains départements du Nord, remettant ainsi en cause l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses femmes et jeunes filles ont été attaquées et violées alors qu'elles tentaient de sortir de chez elles ou de leur quartier. Nombreuses aussi sont les familles qui ont abandonné leur domicile pour aller se réfugier dans des zones, souvent dans des conditions très précaires. Nombreux sont aussi les enfants dont l'avenir est désormais hypothéqué du fait de la destruction ou de la fermeture des écoles. Nombreux sont les opérateurs économiques qui n'arrivent plus à exercer leur métier en raison des restrictions de mouvement imposées par les gangs criminels sur les principales routes entrant et sortant de la capitale. Mon bureau, entre janvier et mars 2023, a recensé plus de 1600 victimes de meurtres, de blessures par balle et de kidnapping, soit une augmentation de 28% par rapport au dernier trimestre de l'année 2022. Rien qu'au mois d'avril, 600 personnes ont été tuées et blessées, y compris des enfants et des femmes, dans la zone métropolitaine. Cette situation a donné naissance à un autre phénomène, celui des lynchages par les groupes d'autodéfense. Plus de 160 personnes ont été lynchées au cours du mois d'avril dans la zone métropolitaine et à travers le pays. Incontestablement, ce phénomène affaiblit les institutions policières et judiciaires qui ont le monopole de la violence légitime et sont censées protéger les citoyens contre les gangs. Je me pose personnellement la question de savoir combien de gangs qui sèment la terreur
dans la capitale étaient à l'origine des groupes d'autodéfense. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'atelier d'aujourd'hui vous donnera l'occasion d'approfondir certaines de ces questions, mais aussi la compréhension du mécanisme de l'EPU. Un mécanisme qui ne doit pas être perçu comme un simple forum de discussion, mais un tremplin permettant à l'État haïtien de travailler avec la société civile afin de revoir les résultats atteints, mais aussi les progrès à réaliser au cours de ces prochaines années en matière de droits de l'homme et de proposer des solutions concrètes. Il est donc important d'examiner au cours de vos discussions les causes conjoncturelles et structurelles qui nous ont amenés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Votre présence ici avec nous, en nombre, montre que l'espoir n'est pas perdu et que les Haïtiens et les Haïtiennes parviendront à résoudre les défis auxquels ils font face, et cela avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mesdames et messieurs, permettez-moi juste pour conclure de rappeler que ces dernières années, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme n'a cessé de soutenir les autorités nationales ainsi que la société civile dans leur travail pour le respect des droits de l'homme. Ceci a notamment conduit, comme vous en souvenez, à la visite récente du Haut-Commissaire aux droits de l'homme en février 2023, M. Volker Turk, et l'adoption récente d'une résolution du Conseil des droits de l'homme appelant à la nomination d'un expert sur la situation des droits de l'homme. Mais également, cette résolution met l'accent sur la coopération technique, le besoin des organisations internationales de soutenir l'État haïtien et la société civile dans la mise en œuvre justement d'activités à dimension technique. Je voudrais donc conclure en vous souhaitant un échange fructueux et productif sur ce plan d'action, ce projet de plan d'action, afin qu'il reflète véritablement les priorités stratégiques en matière de droits de l'homme. Merci. Droits de la personne humaine. Plus d'un de cette salle se rappelle encore l'organisation de l'atelier qui avait pour objectif de compléter le premier plan d'action des droits de l'homme et qui, malheureusement, à cause de certaines circonstances indépendantes de la volonté du CIDP, n'avait pu être validé. Cependant, tenant compte de l'importance de ce plan d'action pour le gouvernement haïtien et en conformité avec les nouvelles recommandations faites à Haïti lors de la présentation du rapport de l'EPU en 2022, il a été jugé nécessaire d'actualiser ce projet de plan d'action en l'harmonisant avec les recommandations acceptées par le gouvernement haïtien. C'est dans cette circonstance qu'aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle. Nous remercions les membres du CIDP d'avoir pris cette initiative et nous félicitons tous ceux et celles qui ont répondu à cette invitation. Les propositions de chaque invité seront analysées et prises en compte pour actualiser ce projet de plan d'action. Au nom du gouvernement haïtien, je vous souhaite déjà une bonne journée de travail. Merci. Aujourd'hui, ramène l'anniversaire de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Je regrette qu'on n'ait pas pu entendre le discours de la secrétaire générale. C'est une première, car c'est la première fois qu'une femme a été élue à ce poste. Notre MC a oublié de dire aussi que c'est la première fois que le Conatel a une MC. Généralement, ce sont les hommes qui jouent ce rôle de MC. Donc, pour la première fois, ici au Conatel, nous avons une femme qui joue le rôle de MC. 17 mai, c'est donc un jour de fête pour tout le monde. Du consommateur, les opérateurs sont en fête, et aussi le gouvernement, ce que le Conatel, comme vous le savez, est coiffé par le gouvernement, à savoir le ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Il y a les équipementiers aussi qui fêtent ce jour. Les agences de normalisation sont intéressées par ce jour.
tout le monde donc, est intéressé par cette journée du 17 mai. C'est donc pour moi un honneur de souhaiter à tous et à toutes bonne fête des télécommunications. Je formule le vœu que tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes puissent bénéficier des retombées des TIC où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Chaque année, l'Union internationale des télécommunications The Internet's first message célèbre ce jour sous un thème différent, un thème spécifique. Comme vous le savez, comme vous l'avez déjà entendu, le thème retenu pour cette année, c'est donner les moyens d'action aux pays moins avancés grâce au TIC. Ce thème est plus que pertinent au regard des capacités de transformation que les TIC offrent non seulement aux pays développés, mais aussi aux pays en voie de développement. Les télécommunications, en effet, ont toujours été au service des populations. Les télécommunications, la philosophie, c'est de permettre la communication des gens, interconnecter les gens, permettre que les gens puissent s'échanger des messages. Même avant le développement des télécommunications modernes, l'être humain a toujours senti la nécessité de communiquer, de s'échanger des messages. Dans le temps, il y avait le tam-tam, chez nous, il y avait le lambi. Dans d'autres pays, on utilisait la fumée. Et au Moyen-Âge, en Europe, on utilisait les coursiers. Donc les hommes ont toujours voulu contourner le problème de la distance. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, cette possibilité est offerte. Grâce aux télécommunications, on rapproche les gens de plus en plus. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications, on a un vecteur, on a un moyen, un levier de développement. Car les TIC sont transversales. On utilise les TIC pas seulement pour communiquer les gens, mais aussi pour faire du commerce, pour enseigner, avec les problèmes que l'on connaît, le développement de e-learning en Haïti a pris un essor considérable, car quand il y a des difficultés de se déplacer, les universités et les centres de formation, et même les écoles classiques, utilisent les ressources de la technologie pour continuer à fournir le service aux étudiants, aux élèves. Les TIC aussi interviennent même dans la médecine. Partout on trouve les TIC. Donc il est incontestablement un vecteur du développement. Grâce aux télécommunications, de nombreux pays ont trouvé une rampe de lancement vers le développement durable. Une véritable passerelle donc, que constitue le TIC vers le... Dans la vision du régulateur, le thème de cette célébration, donner des moyens d'action aux pays moins avancés grâce au TIC, peut être matérialisé par les stratégies que notre conseiller ingénieur Domon vient de développer. Création d'un environnement propice aux activités des télécommunications. Le CONATEL a déjà ouvert le chantier de la réforme de certains règlements avec la demande de nouveaux services. Nous avons jugé qu'il était nécessaire et indispensable d'adapter la régulation pour pouvoir accueillir, pour pouvoir mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour les nouveaux services. Ce chantier est déjà ouvert au CONATEL. La Banque mondiale aussi, à travers
son projet Accélération numérique a un chapitre dédié à la refonte du cadre réglementaire des télécommunications. Deuxième axe, développement de l'infrastructure de l'information. Il y a des choses qui ont été faites dans ce chapitre. L'augmentation de l'accès au haut débit est très important pour le Conatel. Il y a déjà un deuxième volet du projet d'accélération numérique de la Banque mondiale qui consiste à financer la demande de les zones reculées de façon à augmenter l'accès au haut débit. C'est une initiative qui est en cours de réalisation. Le Conatel, la direction générale, aussi après plusieurs consultations, a décidé de relancer le projet de migration numérique. Nous savons déjà que l'opérateur étatique, à savoir la TNH, avait déjà fait un pas en avant en mettant en place une plateforme numérique qui fonctionne sur la chaîne 10. Hier, nous avons eu le plaisir de voir que même les opérateurs privés s'intéressent aux plateformes numériques. Nous avons reçu une demande de nos opérateurs privés, la Télépacifique, de procéder à des tests pour la création, la mise en place d'une plateforme numérique. Cette demande sera étudiée, évidemment, par les directions du Conatel pour qu'on puisse voir comment on peut donc faire ce nouveau pas. Et nous espérons que si cette expérience est concluante, d'autres demandes émergeront, non seulement pour la zone métropolitaine, mais dans les autres provinces, pour qu'on accélère vraiment la migration vers le numérique. Ce chantier était déjà ouvert depuis 2013, mais pour certaines raisons, nous avons ralenti le rythme. Le moment est venu de relancer ce chantier. Et nous avons, après les contacts que nous avons menés, nous savons aussi que les opérateurs de téléphonie mobile sont disposés à accompagner ce processus de façon à ce que très rapidement on puisse terminer avec la migration. Troisième axe, c'est le renforcement des capacités. Vous venez de voir les initiatives que le Conatel avait prises dans le temps à travers le programme Réparer-Net, consistant à non seulement à aider les jeunes, à leur donner la formation nécessaire pour qu'ils puissent faire des interventions de maintenance sur les produits technologiques. C'était un projet qui était resté seulement au niveau du Conatel. Nous sommes en pourparlers avec l'INFP pour que cette formation soit aussi coiffée, soit aussi reconnue par l'INFP. Ceci renforcera donc les diplômes de formation que le Conatel va délivrer dans ce cadre. Nous avons aussi reçu de la part de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti une proposition de partenariat. Nous sommes en train d'analyser les options pour que le Conatel puisse
faire la route avec la faculté des sciences, créer une chaire de télécommunications ou quelque chose de semblable pour aider à la formation des cadres en matière de télécommunications. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie numérique sans les ressources humaines. Si la formation ne suit pas, il y aura un handicap au développement de l'économie numérique dans le pays. Développement de l'économie numérique, inciter les jeunes à créer des entreprises, à utiliser les réseaux pour faire du commerce, pour vendre leurs produits. Nous sommes très forts en artisanat. Donc, connecter l'artisanat avec la technologie, permettre à nos créateurs de pouvoir vendre leurs produits à travers le monde grâce au TIC, ce sont des initiatives qui peuvent être développées dans cet axe développement de l'économie numérique. Et pourquoi pas ne pas s'attaquer à l'informel? Pourquoi pas nos revendeurs, nos marchands, nos Madansara ne pourraient pas utiliser des POS pour faire des paiements avec la carte de crédit pour diminuer la pression sur le papier monnaie? Ce serait encore un pas en avant dans le développement de l'économie numérique. Je crois que la BRH est là et je pense qu'il y a des choses que la BRH peut faire avec le Conatel. Déjà, il y a la FinTech, cette nouvelle discipline, les finances grâce aux technologies. Donc il y a une co-régulation nécessaire entre la BRH et le Conatel pour accompagner le développement des FinTech. Et je pense que dans cet axe, on pourrait aussi intégrer donc, un accès au réseau à nos commerçants, parce que l'informel occupe une place très importante dans l'économie nationale. Et si on peut aider ce secteur informel à utiliser les réseaux, on va résoudre beaucoup de problèmes et aider l'État à diminuer l'importance de l'informel pour rendre formel ce commerce qui se développe. Donc il y a des opportunités dans cet axe. Donc il y a beaucoup d'initiatives en cours et d'autres qui seront élaborées très bientôt. On ne peut pas ne pas s'intéresser au TIC. On ne peut pas ne pas réfléchir à ce que l'on peut faire pour aider notre pays à faire le leapfrog, aller rapidement à rattraper le temps. J'invite donc toutes les parties prenantes ici présentes à une franche collaboration pour que ces stratégies accouchent des résultats tangibles et mesurables et durables. Tous les secteurs de la vie nationale se retrouveront plus performants grâce au TIC et tout le pays en bénéficiera. C'est un défi pour notre génération. Le Conatel veut réitérer à l'endroit de tous les opérateurs sa volonté de les accompagner dans l'exploitation des réseaux et infrastructures de télécommunications pour desservir la population haïtienne dans de bonnes conditions. Encore une fois, je souhaite à tous et à toutes une bonne fête des télécommunications. Merci. Andé à quoi c'est deux. Considéré par l'Église catholique comme un prêtre qui a consacré sa vie à la justice et aux pauvres, Yves Hélory de Quai-Martin et de Tréguier a été canonisé le 19 mai 1347 par le pape Benoît XVI, 17 ans après un procès en canonisation. Dès lors, Saint-Yves devient Saint-Yves de tous les avocats, de tous les magistrats, de tous les juristes en général et même de tous les universitaires.
la tradition veut que l'on commémore chaque année, le 19 mai, la Saint-Yves, date de sa mort et de sa canonisation. C'est aussi une occasion pour nous de remémorer, car elle nous permet de faire un retour sur les principes et les valeurs entourant l'exercice de la profession d'avocat, dont l'éthique et la déontologie. Nous sommes dans la Saint-Yves ce 17 mai. Le 19 mai 2003, dans une lettre du pape Jean-Paul II adressée à l'évêque de Saint-Brieuc-Tréguier, Monseigneur Fouchot, il est dit « Saint-Yves s'est engagé à défendre les principes de justice et d'équité, attentif à garantir les droits fondamentaux de la personne et le respect de sa dignité première transcendante. Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince, consoeurs et confrères du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Président de la Commission scientifique, Maître Léon Saint-Louis, consoeurs et confrères du barreau de Port-au-Prince, avocats stagiaires du barreau, élèves avocates de l'école du barreau de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades de qualité, Mesdames, Messieurs, je dénonce et j'accuse. Ce n'est ni un honneur, ni un privilège. Encore moins, c'est une fierté d'assurer l'intérim de martyr. Secrétaire de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Robinson Pierre-Louis a déjà 10 ans derrière les barreaux dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le droit à la liberté est un droit fondamental garanti par la Constitution. Le juge tel qu'il soit ne doit se constituer en prédateur des droits fondamentaux et des garanties judiciaires en se laissant influencer par la politique. Devrions-nous avoir peur de défendre les principes et les règles les plus élémentaires du droit pour faire plaisir aux contribandiers ou pour éviter leurs représailles médiatiques? Devrions-nous laisser le droit de continuer d'être pratiqué par des affairistes dans les médias, de peur d'être critiqués par l'opinion publique qui empêche la réflexion? On le dit toujours, le droit est trop important pour le confier seulement aux hommes de loi. On en est d'accord. À plus forte raison. Doit-on le confier aux affairistes et contribandiers en droit? Le 27 avril 2023, Maître Bernard Vattier, secrétaire général de la CIB, dans son intervention à l'occasion d'un colloque sur le rôle de l'avocat dans l'arbitrage, organisé par la CCAH en partenariat avec le barreau de Port-au-Prince et la Fédération des barreaux d'Haïti, a déclaré « Un État sans justice est un État en naufrage. Le peuple haïtien est en état permanent de légitime défense parce que l'État est sans justice. Le peuple est en état permanent de légitime défense parce que l'État est en naufrage. Le pays est sans justice, le pays est en naufrage, faute des dirigeants. On est tous des naufragés en vacances. Il suait, un vieux camarade de chambre de Saint-Yves, lorsqu'il était étudiant à Paris, a écrit « Il se faisait gratuitement l'avocat des veuves, des orphelins, des mineurs, des pauvres et des autres personnes misérables. » Et je l'ai bien vu et entendu offrir ses services aux malheureux en disant « Je viendrai à ton aide pour l'amour de Dieu. » Notre combat au barreau de Port-au-Prince pour que les auteurs et instigateurs de l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval soient jugés et punis ne s'arrêtera qu'au procès. De même, celui que nous menons pour que la justice décide sur le cas de Maître Pierre-Louis ne fait que commencer. Nous ne laisserons pas notre confrère à la perdition. Nous devons l'aider jusqu'au bout, comme ferait Saint-Yves, en dépit du fait que l'État est sans justice. Monseigneur Pierre-André Dumas, que nous saluons de loin, dans ses propos funérailles symboliques que le barreau avait organisés pour Montferrier Dorval, du bâtonnier Montferrier Dorval, en septembre 2020, avait dit, et nous citons, « S'il n'y a pas de justice pour Maître Dorval, personne d'autre n'en trouvera. » Nous, de notre côté, au barreau de Port-au-Prince, nous disons, si
si nous ne défendons pas les principes les plus élémentaires du droit, personne d'autre ne le fera à notre place. Dans une société civilisée, les policiers arrêtent les criminels, les médecins soignent les criminels arrêtés, blessés, les juges jugent les criminels arrêtés, et quant à nous les avocats, parce que nous sommes à une école d'humanité permanente, nous avons le devoir absolu de défendre tous ceux qui sont jugés, dont les criminels. Et tous ces professionnels, mes chers amis, ont prêté serment d'accomplir leur mission. Cette société civilisée dont nous parlons, elle est dirigée et administrée, ne laisse aucune place à la vengeance privée ni publique. Saintif de tous les avocats, de tous les magistrats, de tous les juristes en général et de tous les universitaires, nous laisse comme valeur éthique l'honnêteté. Chers consoeurs et confrères, ne cherchez pas à corrompre les juges pour acheter la justice. Elle ne se vend pas, ni ne s'achète. Mesdames, Messieurs les juges, vous avez une mission sacro-sainte, celle de juger vos semblables. Vous êtes comme des dieux sur terre. Ne vendez pas la justice. Soyez des juges de la justice et non de l'injustice. Mesdames, Messieurs, les notaires et rapporteurs, votre ministère a des limites. Ne vous associez pas avec des personnes malhonnêtes pour déposséder les gens de biens et de leurs biens. Quant à vous, Mesdames, Messieurs les intellectuels du pays, vous devez être des éclaireurs pour la société. Lorsque vous êtes consultés par des autorités de votre champ de compétences, dites-leur la vérité. Dérangez-les, peu importe les conséquences. Soyez utiles au pays par vos réflexions, votre savoir-faire et surtout par votre conscience professionnelle. Je dénonce et j'accuse. Depuis 2018, la profession d'avocat est paralysée dans la juridiction du Port-au-Prince et dans d'autres juridictions du pays, ce qui réduit les avocats au chômage. Certains consoeurs et confrères, les plus jeunes en particulier, sont contraints de déserter la profession en laissant le pays malgré eux. Entre-temps, des gens pourrissent et décèdent en prison. D'un côté, c'est la cannibalisation, on mange de la chair humaine. De l'autre côté, c'est la banalisation de la vie, c'est l'ultime plongeon dans l'horreur en Haïti. Je dénonce et j'accuse. Les familles des autorités du pays sont à l'étranger pour des raisons de sécurité, leurs enfants pour une éducation assurée. Je dénonce et j'accuse. Nous continuons d'assister à des funérailles sans dépouilles, car les corps sont décapités et brûlés. À cause des différences des autorités, le peuple se trouve en état permanent de légitime défense, en faisant se plonger dans l'horreur. Devant un tel tableau, pourrait-on parler de l'état de droit en Haïti? Bonne fête Saint-Yves à tous et à toutes. Soyez et demeurez des disciples de notre patron. Mesdames, Messieurs, pour sauver notre pays, pour sauver Haïti, dénonçons et accusons. Merci. Nous sommes là et nous avons une noble et belle profession. Ils doivent savoir que nous parlons beaucoup, que nous ne nous arrêtons jamais, que ça vaut la peine de se battre, de parler et de gagner. Merci. Nous allons commencer. Nous avons Othman Boussardo qui a tweeté. Très belle soirée hier à la Maison des avocats, durant laquelle nous avons pu défricher les sujets d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'exercice de la profession d'avocat. L'état de droit au défi de la situation sécuritaire en Haïti. Tel est notre thème à nous cette année pour la Saint-Yves. Nous sommes à des années loin de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'exercice de la profession d'avocat. Ces thèmes même nous imposent des réflexions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour réfléchir, voire pour défricher. Nous devons toujours courir, nous hâter de laisser le bureau avec une peur bleue de l'obscurité. Arrivé enfin à la maison, le stress n'est pas parti pour autant. Nous devons prier pour que la nuit se passe bien, pour ne pas être la cible de bandits lourdement armés
animés de fortes envies de civilité ou encore de balles perdues. On ne saurait s'imaginer discourir sur l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'exercice de la profession d'avocat. La vie des avocats en Haïti est faite de problèmes. Le premier, le plus crucial, l'avocat n'a pas de maison. Le palais de justice, qui est la maison de l'avocat et où il va chaque jour depuis le stage, lui est enlevé. Il a été chassé de chez lui, sans jugement. Le barreau de Port-au-Prince, depuis plus de 3 ans, traite de l'état de droit. Un état de droit avec la prééminence du droit sur le pouvoir politique. Un état où l'individu, comme la puissance publique, est soumis à un même droit, fondé sur le principe du respect des normes. Montferrier d'Orval rêvait d'un état haïtien de droit, où les lois sont connues, que nul ne soit au-dessus des lois, que les lois s'appliquent réellement, que toute transgression des lois soit sanctionnée. La situation sécuritaire se détériore chaque jour, nous empêchant d'exercer comme autrefois la profession, cette belle et noble profession d'avocat. Nous avons essayé plusieurs formules dans ce pays, du mono au bicaméralisme, à la recherche d'un pouvoir de contrôle représentatif des citoyens. Toujours à la recherche d'un État fort, nous avons voté un exécutif bicéphale, créé un conseil supérieur du pouvoir judiciaire au sein du pouvoir judiciaire. Pourtant, toutes ces précautions, excusez-moi, se sont révélées vaines. L'exécutif a mis fin au service du législatif et exerce sa mainmise sur le judiciaire. Une prétendue hiérarchie des normes, une imaginaire séparation des pouvoirs, une inexistante égalité des citoyens devant la loi, a conduit ce pays à un état arbitraire où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul pouvoir. Si c'était que ça. Depuis quelques gouvernements, nous vivons la gangstérisation des jeunes. Ce pays s'est totalement transformé. Il n'y fait plus bon d'y vivre, sauf pour les chefs de gang et les bandits. La fuite des jeunes vers des terres plus clémentes a précédé celle des professionnels et des retraités. L'insécurité est partout. On ne vit pas, on a peur en Haïti. Les TPS, Humanitarian Parole et autres programmes des pays étrangers sont-ils notre bouée de sauvetage? Ne devons-nous pas, au contraire, étudier les problèmes et apporter nous-mêmes les solutions? Une journée académique, voilà ce qu'offre le barreau de Port-au-Prince pour discuter, argumenter autour de Haïti. Haïti hier, aujourd'hui et demain. Je déclare ouvertes les activités de la Saint-Yves. Merci. Ce thème retenu pour la Saint-Yves 2023 est très évocateur. Il exprime non seulement les préoccupations de toute une population, mais sensibilise aussi les membres de l'ordre des avocats au plus haut niveau. Défenseurs des droits et libertés, les avocats ne sauraient demeurer indifférents face à ce retour inquiétant et paraît-il programmé de la société haïtienne à l'état de nature, à la condition de l'être humain avant la création de la société, en l'absence de tout pouvoir politique et de toute loi. Tout en reconnaissant la pertinence du thème arrêté, la commission scientifique du barreau croit nécessaire d'aplanir les difficultés et de lever certaines ambiguïtés préalablement aux différentes interventions qui vont suivre. Les concepts d'état de droit et de sécurité sont source d'interprétations diverses. Ils ne devraient pas être abordés ici de manière trop théorique, étant donné que nous réfléchissons sur un cas concret. Il serait donc souhaitable qu'il soit envisagé
dans le contexte particulier d'Haïti de 2023. État de droit, sans s'attarder sur les différentes figures de l'état de droit, définissons-le simplement comme suit. C'est l'état dans lequel les pouvoirs publics sont soumis de manière effective au respect de la légalité par voie de contrôle juridictionnel. Les droits humains fondamentaux sont effectifs, la hiérarchie des actes normatifs est respectée, la périodicité des élections pour renouveler les dirigeants politiques est garantie. L'état de droit est l'état le plus raisonnable. L'état de droit est l'état le plus raisonnable. C'est un état idéal. Raymond Carré de Malberg le présente comme un état conçu dans l'intérêt des citoyens et ayant pour but spécial de les prémunir et de les défendre contre l'arbitraire. Contribution à la théorie générale de l'État. Une constitution moderne, comme celle d'Haïti de 1987, bien pourvue de tous les éléments d'état de droit, ne suffit pas. Il faut de surcroît l'effectivité des principes d'état de droit dans la pratique politique, administrative et surtout juridictionnelle. Une poignée de nos compatriotes rêvent de ce modèle d'État pour Haïti. Force est cependant d'admettre que parler d'état de droit en Haïti, pour l'instant, renvoie à une catégorie fictive qui risque de travestir les réalités du pays. Contentons-nous simplement de l'État tout court, tout en se rappelant que l'idée d'État est intimement liée à celle de droit, quel que soit ce droit. D'ailleurs, être un État de droit n'est pas une condition d'État, de l'État, mais une condition d'un certain type d'État. On le sait bien, tous les États membres des Nations Unies ne peuvent pas revendiquer la qualification. L'insécurité qui sévit en Haïti est protéiforme. Elle est alimentaire, elle est sociale, elle est juridique et judiciaire. Il ne s'agit pas de ces insécurités qui nous sont très familières. Il est plutôt question de l'insécurité civile, c'est-à-dire l'absence de mesures, de services de prévention, de secours et de répression des infractions contre les personnes et les biens que requiert en toutes circonstances la sauvegarde du vivre ensemble dans toute société civilisée. La sécurité est la première des libertés. La sécurité sans la liberté, c'est l'oppression. La liberté sans la sécurité, c'est la jungle. Parole de Alain Périphite, ministre français de la Justice des années 80. Chers consoeurs et confrères, comme vous pouvez bien l'observer, le débat du jour ne relève pas de la compétence exclusive des professionnels du droit que sont les avocats. Il leur faut de précieux apports d'autres professionnels des sciences sociales, notamment des sociologues, des politologues et autres. Évoluant sur le terrain judiciaire, les juristes vont certainement nous peindre l'effrayant tableau de l'illégalité, des violations graves de droits affectant notamment la vie, l'intégrité corporelle, la propriété privée, perpétrées sous l'empire du régime de sécurité civile établi dans les différents endroits du pays. L'incapacité des pouvoirs publics d'assurer la prévention et la répression de ces actes antisociaux et la prise en charge des victimes.
D'autres professionnels devraient, dans un second temps, tenter de nous présenter les explications de l'insécurité. Les violences exercées ne peuvent pas être imputées au hasard ou à la malchance, comme ce fut le cas du 12 janvier 2010. Elles semblent résulter d'agressions planifiées et consciemment perpétrées. Il serait très utile de connaître leur nature et leur cause. Nature, l'insécurité est-elle sociale ou sociétale? Est-elle un mouvement caché, voilé de l'État ou d'acteurs étrangers? Les causes sont-elles économiques ou sociales, culturelles ou politiques? On ne peut pas esquiver ces questions dans ce débat qui se veut scientifique. La commission scientifique souhaiterait vivement que les débats du jour puissent établir les tenants et les aboutissants de ce terrible dérèglement social que nous vivons ces derniers temps et permettre au moins d'esquisser les voies et moyens de la fonction du politique, de restaurer la capacité des institutions à se maintenir garantes du droit, à remembrer l'État et à adresser la grande question de la réparation des nombreuses victimes. Car d'un point de vue victimologique, toute personne victime doit pouvoir accéder au droit et à la justice. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux. Représentants des différents partis politiques de la coalition Mes Propres pour le développement national, mesdames, messieurs, les représentants des différentes coordinations du parti révolutionnaire kiskeyen des 10 départements du pays, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités et amis, nous voici réunis une fois encore pour célébrer le symbolisme du drapeau. Le drapeau, symbole d'une nation, symbole de ralliement de l'armée, de la patrie. Le drapeau, symbole des valeurs profondes et inconscientes qui guident notre existence et fait partie de notre ADN. Le drapeau représente ce programme, cette ligne de conduite que nos ancêtres ont élaboré pour notre bonheur et dont nous aurions jamais dû nous dévier. Nous avons vu de grandes nations s'écrouler en se détournant de ces valeurs profondes et morales. Haïti, dans ces heures sombres, et cette route difficile en est un exemple. Il faut que cette nation haïtienne renaisse de ses cendres, de là où l'immoralité la conduit.
de là où l'égoïsme l'a conduit, de là où la corruption l'a conduit. Il est nécessaire que notre pays prenne une existence nouvelle après que nous ayons presque tout détruit de valeur dans ce pays. Il convient, à l'instar des pays modernes, de voir la nécessité impérieuse de venir avec d'autres symboles pour reprogrammer la nation vers des objectifs nobles d'intégration sociale pour tous et d'entrer des réflexions sur nous-mêmes au cœur de nouveaux systèmes. Et pour cela, il nous faudra épurer certaines croyances culturelles qui n'auront plus leur place dans l'Haïti de demain. Pour cela, nous devrons combattre le négrisme, car en effet, le nègre est un État, l'état d'esclavage, de servitude, de sous-développement mental qui empêche à l'homme haïtien de s'épanouir à travers ses propres croyances pour restaurer ses valeurs nationales et prendre en main sa grande destinée où l'altruisme aura l'avantage sur l'égoïsme. D'où le combat du christianisme. Peuple haïtien, n'ayons pas peur des changements véritables à faire dans ce pays. Ayons foi aux femmes encore loyales et sincères. Ayons foi aux hommes encore honnêtes et respectueux pour administrer ce pays. Ayons foi, encore une fois, à l'union sincère des Noirs et des mulâtres pour gouverner ce pays. Comme il était au commencement. Comme il était au commencement. Il est temps de réintroduire l'honnêteté, le sens des responsabilités dans les affaires politiques, économiques et sociales de ce pays et reprendre les concepts idéologiques comme gouvernail et créer un nouvel ordre national avec des partenaires nationaux et internationaux respectant notre souveraineté dans l'application de la politique de la terre pour le développement industriel au profit de tous les Haïtiens, de tous les citoyens de ce pays de liberté léguée par nos ancêtres. Peuple haïtien, montrons une fois de plus à la face du monde la capacité de l'homme noir, la capacité de la race noire à vivre ensemble
dans un pays de justice et de prospérité sous la voie du combitisme si cher à feu Madame Odette-Brun. Mais, peuple haïtien, pour que tout cela puisse être possible, il faut d'abord aimer vos familles, aimer vos mères, aimer vos pères, vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos maris, votre pays. Aimez pays, aimez pays, aimez pays. Vive Haïti, vive Attendez à quoi c'est deux. Ça qu'on dit là, c'est peuple là qui doit sauver peuple là. Et dans ça nous aujourd'hui, pas quoi personne moun pour mener bataille pour nous. D'ailleurs nous depuis 1986, tout le monde qui fait bataille ça yo, même certains qui viennent après yo tout riche. Grand goût, misère, pas qu'à l'école, c'est nous-mêmes qui comptons toute souffrance yo. Nous-mêmes nous venons là aujourd'hui, nous dans bataille là, nous dans bataille pour libérer pays pour tout le monde en Haïti capable de vivre tant que monde. Et nous c'est gang qui assassiné monde. Nous gros 18 mai, yo brûlé des chars blindés. Nous assisté tout quelques vidéos côté que jodi encore yo assassiné un policier pendant pouvoir lui-même la piafé dans le nord. Yo capable dire témoigner reconnaissance envers moun qui soi-disant dans l'opposition mais qui dans pouvoir. Mais il y a des enquêtes population pour connaître ça, enquête ça yo révélé oui parce que il y a des moun qui parlé fort mais qui régler affaire pa yo. Jodi nous clair nous Ariel pendant affaire population. Depuis nèg yo fin assassiner Jovenel Moïse, yo prend pouvoir yo, eh bien c'est ça yo a fait peuple la continuer pas qu'à manger. Pendant la France a ba nous 17 motocyclettes qui va même coûter 25 000 $ américains et yo dit environ 30 millions à faire route pour aller dans le nord pour aller joindre des particuliers. Nous même nous croyons que jodi a faut population à prendre destin en main pour nous batailler pour nous capable libérer Haïti pays pas capable souffrir encore pour nous combattre ingérence internationale là. Oui, nous besoin de la coopération parce que pas un pays qui a développé tête li pour contre lui sans coopération. Mais nous pas dans ti aide, ti mamite du riz, des trois ti ballons, des trois ti motocyclettes, nous pas dans bagaille comme ça et c'est corps groupe qui met un pouvoir criminel qui l'a assassiné moun. Et d'ailleurs nous dans phénomène Brakaléa pendant 22 mois Ariel au pouvoir systématiquement criminel a tué moun, bandit a tué moun. Population pas capable encore, li lever un bon matin pour le mettre l'ordre dans des ordres. Ariel pas jamais parler pour population qui t'a mourir mais il parler, il dit non nous pas capable de tuer des bandits. Nous pas capable de tuer moun à zam comme ça. Il y a des moun des gros journalistes qui étaient opposés envers tout pouvoir qui est passé. Yo dit que image yo a prouvé que nous c'est des cannibales. Mais les bandits ont tué la population, ils vont paraître cannibales. Mais nous connaissons tout le monde ça, ils ont gagné intérêt mesquin, ils ont gagné intérêt individuel, ils ont défendre les affaires population. Je dis à nous même message pas nous dit population faut qu'ils prennent responsabilité en main. Les affaires de grenades nèg viennent prendre tête aux mobilisations. Et dans message Moïse Oya, je crois qu'il y a un point qui est positif là-dedans. Point qui est positif là, le fait que monsieur dit que les papes dans manifestation encore pour pas sanctionner, eh bien pas gagner diversion pour le faire dans manifestation population encore. Nous pral manifester pour nous contre misère, contre insécurité, contre problème qui dans le pays mais nous pas pral faire manifestation pour moun à passer par en bas pour lever l'argent pour faufiler moun en bas qui pour ministre même gens il y a des nèg qui dans l'opposition soi-disant et qui gen moun yo préparé là pour mettre dans conseil électoral provisoire Ariel a faire yo consultant dans BRH yo gen l'incuisé Prado nan men yo a pour alors que yo a parlé pour population et yo gen moun là qui pral ministre très bientôt dans rencontre nous à la presse n'a bay et plaque machine et couler machine et combien cob nèg a touché dans BRH comme consultant fuck après 220 ans fuck nèg politique criminel assassin pas nèg ça au pi bandit que iso
Yo plus criminel que l'autre monde. Et ça qui va baisser le régime ça dans la manifestation. Quoi? Pourquoi c'est ça qui va baisser le régime dans le mouvement? Mais c'est normal. L'autre individu, comme André Michel par exemple, qui était à la population, qui était Rosemille là, qui t'a fait un discours, tout le monde songe 18 mai 2018, mais je dis à tout au pouvoir. Et au Moïse qui a fait diversion, et son qui croit que l'intelligence passe tout le monde, et c'est pas vrai. D'ailleurs, Moïse, par contre, il passe aucun militant qui a fait mouvement dans la rue. C'est la presse qui vend nous monstres. Même gens, ils vendent nous Caplim, ils vendent nous Moïse, ils vendent nous André Michel à Newton Saint-Just, qui malheureusement semblait chuter pour Grand Messi, même avec Oki James, qui était dans l'évangile, qui quittait l'église parce qu'il y a un carnaval pour aller chanter. Malheureusement, le carnaval n'a pas de fête. Je dis à Newton qui quittait l'église, qui a filé derrière Saint-Cloud, dans le secteur Vaudou, monsieur a chuté pour Grand Messi parce que le conseil électoral n'a pas couché rien. Maintenant, je dis, il faut que nous veillions à Boloch. Et la presse qui bat nous, André Michel, il bat nous Newton. Et je dis, il y a deux jeunes corrompus qui marchent tout unis. C'est Ariel qui cherche un bout de caleçon pour serrer nudité. C'est Georges Mi et Pascal Adrien. Faut que nous demandions la presse suspendre nous, mon sayo qui cherche morceau pain, morceau plat manger et qui parler au nom du peuple haïtien. Faut qu'il y ait des gens qui prennent responsabilité pour nous démasquer moun sayo. Adonai Elohim Esaïm, le grand architecte, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pas pouvoir empêcher Jacques Dessalines, non, maîtresse la reine des reines, grand stand charitable. Je dis à ce 18 mai 2023, nous tous consaliers déjà, nous constatons nous pays d'Haïti, que tout Haïtien qui vivent là, nous tous mourir, c'est enterré, nous beaucoup enterré. Nous Ariel Henry, il joue le peuple à Jean-Ville, fait salver. Journée je dis que c'est 18 mai 2023, nous tous connaissons 18 mai qu'on fait à Kaye en maçon avec Chanmas. Mais je dis on a levé 18 mai, il a le mettre au cap. Mais nous par contre qui bien déterminé. Mais on sait m'a dit à Timoy, à Moïse, Jean-Charles qui est responsable au cap là. Si 18 mai ça, qu'elle fait au cap là, la fête bien pour la population, n'a dit Ariel Henry merci. Mais s'il va fait bien pour la population, pour bien-être de la population, que nous-mêmes en tant que militants politiques, en tant que combattants, mon cap bataille, moi-même message pas me direct, m'a voulu ensemble avec Ariel Henry, m'a fait Ariel Henry reconnaître que le pays d'Haïti est maître. Haïti, pas un pays qui est comme ça. Les Haïti t'apprend indépendance, c'était un Haïtien qui était accepté par pour le pays d'Haïti libéré. Je ne nous constatons, nous que le pays d'Haïti n'a pas aucun dirigeant qui a dirigé, ce n'est pas quel grand goût, ce n'est pas quel bon sous, ce n'est pas quel vicieux. Je dis qui prend le pays d'Haïti, qui met dans la salle. Dans 4 coins Port-au-Prince, nous avons Fatra, nous avons insécurité à bas le terrain, grand goût à venir plus raide, si nous ne pas à l'école, misère à venir plus dit. Mais je dis, monsieur, je dis tout les cap bataille, tout les qui croient dans la bataille, tout grand combattant militant politique. Monsieur, nous connaissons ça affaire, nous tous connaissons ça affaire, et personne nous connaît. Et nous connaissons que Haïti est maître, je m'abdis là, le pays a toujours maître, et Camargue pour tourner contre nous. Je dis, nous ne pouvons pas faire boire caler dans le pays, on a fait boire caler seulement sur les noirs, les noirs pareil nous, il faut que boire caler arrive à jeune Milat tout, il faut que jeune Accra, il faut que jeune Brandt, il faut que jeune Dimitri Vob, il faut que jeune d'autres sénateurs, députés, magistrats, et il faut le retrouver jeune Ariel Henry tout. Mais ça m'a voulu pour tout organe dans le pays, j'aime dire là, je toujours dit encore, pays d'Haïti, premier monde qui est responsable dans la misère, nous, dans ce qui a passé, il est le maître Fervet. C'est Nexao qui te fait boire Kitanago, ensemble avec Patrick Monseigneur. C'est Nexao qui te prend $1 million dans la main, Michel Matéli, pour te faire boire Kitanago. Boire Kitanago, je ne dis pas, n'a payé ou récompense boire Kitanago. Pas de aucun Haïtien qui te comprend ça dans ta fait, mais Nego te gen plan bataille avec bois Kitanago. Nego te prend toutes les ancêtres nous yo enchaîne les ancêtres nous yo fait affaire par yo avec yo. Nego aller en Afrique, y a lâché ton diable qui est le Mami Ouattara sous gouvernement Michel Matélian. Nego ta lagué esprit ça grand oui, c'est même esprit ça qui est le Mami Ouattara ça cap verser sang, cap manger monde concerne dans pays. C'est ça qui fait Nego te vinn diviser Bel Air Delmade, yo diviser tout ghetto yo bay zam en dans ghetto pour nombre de sang qu'a versé puis capable joindre parce qu'il y a eu si on compte avec esprit puis faire 50 ans à gouverner. Mais on sait le m'a dit ça c'est bien compté mal calculé. Journée jodi nèg qui pipi si dans mystique là yo plus méchant que ça plus grand yo parce que nous vinn ouais tout nèg qui fait mystique en Haïti ça qui dit c'est roi, ça qui dit c'est X c'est Z tant que roi Saint-Cloud tout ces bluffeurs, tout ces volets. Nèg yo contribuer dans misère peuple là, nèg yo contribuer dans
insécurité population, nèg yo contribué tout dans tout ça qui a passé mal en dans pays. Je dis même à tout dire, j'aime de dire là. Tout peuple haïtien qui croit dans la bataille qu'a fait là. Bataille qu'a fait par qui perd 15 militants politiques, 15 dirigeants politiques pour mettre nous devant. Depuis c'est ancien nèg nous qu'on a regardé dans télé qui te met dans mauvaise direction, faut le faire boire calé à sou tout. Parce que grand pile militant là c'est vicieux, c'est grand gouyo, c'est chien yo. L'argent en main yo et puis il y a voué population à mourir. Nèg ça au fond garder bien. Acheter téléphone éclairé nous pour nous garder nèg ça te voye nous al mourir l'aile croiser avec nous même tout pour nous ba bois calé parce que jodi a nous même peuple haïtien nous ouais gens que la vie population on pour gen vie passer nous parce que je n'a mourir là nous mourir pas pile pas paquet et moi dis nous ça tout haïtien qui vivent dans pays nous tout mourir et même j'ai avec André Michel dit ba casser avenir nous je ne dis à André Michel a bien passé, André Michel a bien roulé, toute affaire André Michel a bien réglé. Nous constatons que je ne dis à 18 mai, là il fait la caille, Moïse Charles, dans au Cap. Moi-même, je dis Moïse Charles, et 32 millions qui a parlé, il faut lui bailler 32 millions, ça, mais pour qui ça, qu'il lui baille en dans au Cap. Est-ce que Moïse a accepté à ça qu'a fait dans le pays? Je dis là, c'est 18 mai. Nous connaissons, ça fait nous 220 l'année, depuis que l'Occident craché sous le drapeau, depuis que l'Occident coupé 2 poètes Catherine Flon, c'est lui-même qui te coupe le drapeau noir. Je dis nous que fête n'a pas fêté à Kaye. Moi, je ne connais pas pour quelle raison. 18 mai, il n'a pas fêté à Kaye. Je dis nous c'est au Cap. Ok, nous-mêmes militants au niveau de Massa, nous connaissons cité drapeau, c'est à Kaye. Je dis, population haïtienne, non. Il fait présence sous place constitution pour nous dire non à la violence, non à la violence, non à la désobéissance civile. Parce que nous, nous prenons le drapeau, nous piétinons l'Occident met en papier là. Comme nous connaissons, le drapeau, c'est symbole de nation que lié. Je dis, 18 mai, faire du drapeau et de l'université, mais nous manquons présence universitaire. Parce que nous parlons, est-ce que c'est parce que nous vendons conscience? Là, il faut que la population haïtienne commence à aller dans toute faculté, dans toute université, pour nous former porte, pour nous dire que c'est avant-gardiste pays. Il faut que nous parlions. Nous voyons 18 mai tête en bas. Nous avons 18 mai à l'envers. Côté que l'année 18, nous allons fêter, nous fêtons 81. Nous avons rêvé 18 là. Nous voyons 18 mai, c'est pas fêté, on a fêté le vrai. Là, nous voyons les gens qui ne marquent pas devant le palais, ils sont habillés en blanc et noir, col noir. Là, il faut que nous prouvions clairement que c'est la mort paysan, l'Occident fait fêter. Je dis, nous disons comme ça que nous-mêmes, nous responsables en tant qu'Haïtiens, nous, notre pays, nous, un pays côté que nous avons belle rivage, nous avons pile bagarre dans le pays, nous dit merci Ariel Henry. Merci Ariel Henry parce que ou destination même sous drapeau. Attendez à quoi c'est deux.
Attendez à quoi c'est deux. Pour le pays et pour nos pères, reformons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, reformons formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Deux. Voilà, merci. Jodia, moi content vin visiter population Flaville dans la deuxième section communale la Cule du Nord et profiter vin inaugurer l'école nationale Jean-Baptiste Duty-Gutmann et moi connais c'est un jour nous t'attendons depuis très longtemps. Moi content tout que m'ka profiter pendant moi la caille nous rendre hommage à tout enseignant, à tout professeur pays d'Haïti dans l'occasion journée nationale enseignant jodian 17 mai 2023. Jodian, gouvernement a fait de voile. L'heure li continuer améliorer conditions la vie moun dans zone qui plus difficile. C'est comme ça l'État a capoté l'espoir et aider chaque petit monde tourner un citoyen tout bon. C'est un gros cause. Les communauté qui a bousqué la vie comprendre l'importance de l'école et choisi appuyer tout effort qu'a fait pour ti moun yo joindre plus bonne qualité éducation. Moun lakil, yon l'autre fois encore, respect pour nous. Pour tout effort nous pral faire pour protéger l'école ça, protéger belle l'école ça. Moi compter sur nous pour nous protéger salle de classe yo et pour nous prendre soin mobilier et bâtiment pour administration. L'école là, c'est pas nous liés. Compatriotes, moi, la veille célébration de 220e anniversaire drapeau noir, moi content présent dans Grand Nord. Grand Nord pays, une région historique. Pour me partager un moment important ça dans l'histoire nationale. Moment unité ça qui te permettent de nous réaliser une plus grosse révolution qui fait sous la terre pour fonder une nation. C'est peut-être ça. Je suis content de participer à l'inauguration de l'école Jean-Baptiste Duty-Gutmann. Nouveau l'école ça dans la communauté Flaville montrer à clair volonté de l'État haïtien pour reconstruire le système scolaire, sécurité pour moment cyclone ou bien tremblement de terre. Il faut que dans tout raccoin dans le pays, il y ait une école moderne au service petit peuple. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers enseignants. Aujourd'hui, 17 mai, c'est la journée nationale des enseignants. Un moment important pour faire une halte afin de saluer les infatigables travailleurs de l'éducation qui encadrent nos enfants. Que serions-nous sans l'éducation? Que seraient nos enfants sans l'encadrement de nos enseignants? Qu'y a-t-il de plus beau que d'être les forgerons des femmes et des hommes d'aujourd'hui et de demain? Oui, on a raison de le dire,
c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce aux bons enseignants et aux bons professeurs que j'ai eu le privilège d'avoir. Nous sommes toutes et tous ici devenus des cadres et serviteurs de l'État grâce à la formation reçue de nos enseignants. Et les élèves qui passeront dans cet établissement vont pouvoir prendre la relève grâce à l'encadrement de leurs maîtres dans leur parcours scolaire. Je demande nous pour nous lever camper, pour nous saluer avec un gros applaudissement tout travailleur, éducation, professeur conséquent. À travers les professeurs qui sont présents là et qui sont dans plusieurs départements, je salue dans nos gouvernements, dans l'État ici. Plusieurs milliers de professeurs, secteur public, tant que secteur privé, tout partout sur le territoire national. Enseignants, professeurs, nous sommes poteaux mi-temps système éducation. Moins fiers de nous et moins compter sur nous dans un gros combat de ça pour un Haïti qui gagne pour venir meilleur et puis jam grâce à l'éducation n'a bail timoun. Malgré conditions difficiles pendant l'année l'école ça, nous continuons à supporter timoun nous petit nous. Permettez-moi dans nos parents yo dis-nous merci encore pour le travail. Le gouvernement a continué le travail pour joindre plus de moyens pour améliorer les conditions de la vie et conditions de travail. Nous. Quitte nous dans le secteur privé, quitte nous dans le secteur public. Et c'est deux voies nous. Essayons l'honneur pour nous servir enseignants. Chers enseignantes, chers enseignants, votre travail est irremplaçable. Vous donnez chaque jour du sens à la scolarité de nos enfants, du plus petit au plus grand, en leur permettant de rêver d'un avenir meilleur et plus prometteur et de devenir de véritables citoyens empreints du sens de servir dans la perspective d'une Haïti renouvelée. Merci de continuer avec engagement ce noble métier. Une fois de plus, je vous le dis, je suis fier de vous. Moi, nous tous rendez-vous au Cap pour nous fêter ensemble drapeau noir. Vive l'école haïtienne, vive l'éducation, vive les enseignantes et les enseignants, vive Haïti. Attendez à quoi c'est deux.